Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission en français de Radio Prague International. L'écrivaine, poétesse, traductrice et historienne de l'art tchèque Věra Linhartová est décédée le 26 juin à Paris. Nous reviendrons brièvement sur son parcours avant de vous donner une idée de baignade à Prague en ce temps de canicule. Entretien ensuite avec la chercheuse française Nathalie Sonac pour parler des menaces qui pèsent sur l'audiovisuel public en Tchéquie. Bonne écoute de ce programme. Comme je vous le disais, nous avons appris la mort de l'écrivaine, poétesse, traductrice et historienne de l'art tchèque Věra Linhartová, décédée le 26 juin à Paris à l'âge de 88 ans. Selon l'historien Antoine Marès, elle est une des premières victimes de la récente canicule à Paris. Considérée comme la fondatrice de la prose expérimentale tchèque, elle avait quitté la Tchécoslovaquie après l'écrasement du printemps de Prague en 1968 pour s'installer en France où elle a vécu le reste de sa vie. Née à Brno en 1938, elle a étudié l'histoire de l'art et l'esthétique avant de travailler comme conservatrice dans les années 60. Elle s'impose comme l'une des figures les plus originales de la littérature tchèque. Son écriture, caractérisée par une recherche constante sur le langage et la narration, a profondément marqué la littérature tchèque contemporaine. Après son exil à Paris en 1968, Věra Linhartová choisit d'écrire exclusivement en français, à l'instar d'un autre célèbre émigré tchèque à Paris, Milan Kundera, spécialiste de l'art japonais. Elle travaille notamment à l'UNESCO puis au musée Guimet et elle traduit des textes liés au bouddhisme zen. Son œuvre reflète ce dialogue permanent entre les cultures européennes et asiatiques. Récompensée par le prix Jaroslav Seifert, le prix František Xaver Šalda et le prix Tom Stoppard, Věra Linhartová laisse une œuvre exigeante et singulière à la croisée de la littérature, de l'histoire de l'art et de la réflexion sur le langage. Věra Linhartová était l'une des dernières grandes figures de l'avant-garde littéraire tchèque des années 60. La canicule a également frappé la Tchéquie ces derniers jours avec des records jamais enregistrés dans le pays. À Doksané, en Bohême du Nord, le thermomètre a atteint 41,9 degrés dimanche, du jamais vu dans le pays. Alors qu'une nouvelle vague de chaleur est attendue la semaine prochaine, nous vous emmenons sur les bords de la Vltava à Prague, dans le quartier de Podolí. Là, avec au loin le château de Prague et Vyšehrad en toile de fond, se trouve ce que les Pragois appellent les bains jaunes, Žluté lázně, un endroit très fréquenté et pour cause, il s'agit du seul site aménagés qui permettent de se baigner dans la rivière qui traverse la capitale tchèque. L'occasion idéale de se rafraîchir en ces temps caniculaires. Guillaume Narguet. Plage de sable et de gazon, terrain de jeu et de sport, bars et restaurants ou encore écran de cinéma. Les attractions ne manquent pas au Bain Jaune, un endroit qui a beaucoup évolué au fil du temps, comme l'explique Petr Hozák. Petr Hozák, le directeur de la société qui exploite les lieux. L'histoire des bains jaunes remonte à 1910. C'était les premiers bains fluviaux où les Pragois venaient se détendre. S'ils sont devenus très populaires, c'est aussi parce que de nombreux Pragois y ont appris à nager. Ils aimaient passer leurs vacances au bord de la Vltava plutôt que de partir à la campagne. Les grandes inondations de 2002 ont malheureusement complètement détruit les bains jaunes. Mais cette catastrophe a aussi été une impulsion pour nous. Elle a permis de sauver et de moderniser le site pour lui donner son apparence actuelle. Ce site, les jours de grande chaleur et de grande affluence, peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Selon la chaîne américaine CNN, les Bains Jaunes possèdent une des 10 plus belles plages urbaines en Europe. Les activités possibles y sont en effet multiples sur le bord de la rivière comme à la surface de celle-ci. Jaroslav Burianek en est le responsable. Nous nous trouvons ici dans l'espace réservé aux sports aquatiques. Nous prêtons le matériel pour la pratique de différents sports traditionnels et moins traditionnels. Nous proposons donc des bateaux motorisés, des pédalos, mais aussi par exemple des planches à bras, ou même ce que nous appelons des radeaux festifs qui sont un moyen très original pour célébrer un enterrement de vie de garçon ou un anniversaire. Jusqu'à 12 personnes peuvent embarquer dessus sans capitaine et passer un peu de bon temps sur la Vltava. Beaucoup n'en sont pas convaincus, mais Jaroslav Burianek l'assure, il n'y a
aucune raison de ne pas piquer une petite tête dans l'eau fraîche de la Vltava. L'eau de la Vltava est vraiment propre. Les Pragois ont toujours dans l'idée qu'ils ne mettront jamais un pied dans la rivière, mais ils se trompent. Nous avons commandé différentes analyses avant le début de la saison estivale et toutes ont confirmé la propreté de l'eau. La Vltava est même l'eau la plus propre dans la catégorie des eaux courantes. Lorsque vous avez une eau stagnante, vous avez des bactéries qui apparaissent lorsqu'il fait très chaud. C'est un risque qui disparaît complètement avec l'eau courante. Et l'été, la température de l'eau tourne autour de 20 degrés. On peut donc s'y baigner sans problème. Et naturellement, la question se pose de savoir pourquoi ces bains sur le bord de la Vltava sont dits jaunes, une question à laquelle répond de nouveau Petr Hozak. Dès le début, les bains ont été bordés d'une longue clôture en bois qui avait été peinte en jaune. C'est ainsi que le nom est apparu et il est resté depuis. Depuis cette année, nous avons par exemple une nouvelle aire de musculation en plein air que nous avons appelée Yellow Gym. Tout ça pour dire que la couleur jaune fait désormais partie intégrante de la conception des bains et il n'en sera très probablement plus jamais autrement. Finalement, seul manque donc peut-être encore au bain jaune le célèbre sous-marin des Beatles. Alors que le gouvernement tchèque prépare une réforme controversée du financement de la télévision et de la radio publique, prévoyant notamment la suppression de la redevance audiovisuelle, les inquiétudes se multiplient quant à l'avenir et à l'indépendance des médias du service public dans de nombreux pays d'Europe. Nathalie Sonac est professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université Panthéon-Assas à Paris et ancienne membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, devenu l'ARCOM. Dans son dernier ouvrage, Qui veut la peau de l'audiovisuel public, elle met en garde contre les risques que font peser les réductions budgétaires et les projets de privatisation sur le pluralisme de l'information et la vitalité démocratique. On l'écoute au micro d'Alexis Rosenzweig. Nathalie Sonac, bonjour, merci d'être sur l'antenne de Radio Prague International. Ici à Prague, la semaine a commencé de manière quelque peu particulière avec une grève ce lundi à la télévision publique et à la radio publique. Une grève en raison de la réforme de la nouvelle coalition gouvernementale tchèque qui veut supprimer les redevances audiovisuelles, car ici en Tchéquie, il y avait la redevance télévision et la redevance radio. Pour beaucoup, la suppression de ces redevances signifie la fin de l'indépendance de l'audiovisuel public par rapport au pouvoir politique. Quel est votre avis sur cette question ? Oui, la situation est extrêmement grave et il faut vraiment le prendre comme une alerte. Alors, je reprends ce terme parce que je viens de sortir un ouvrage qui veut la peau de l'audiovisuel public dans une nouvelle collection qui est sortie aux éditions de l'Observatoire et c'est la collection Alerte. Et c'est vraiment une alerte que j'ai souhaité donner et une alerte que vous êtes actuellement en train de vivre. On constate que dans de nombreux pays européens, ça avait commencé déjà il y a une bonne dizaine d'années avec la Grèce, et puis ils étaient revenus au moment de la grande crise économique, et puis le gouvernement avait de nouveau réalloué une redevance et des subventions publiques, mais on constate que en Angleterre, en Suisse, en France, on a de très gros débats sur le financement de l'audiovisuel public. Et évidemment, la question de l'indépendance, la question de la séparation des pouvoirs publics et politiques, la question de la concentration où finalement les médias aujourd'hui sont en grande difficulté économique et risquent de tomber entre les mains de quelques-uns. On observe une croissance, une augmentation de la concentration. Donc on voit bien que la place de l'information aujourd'hui est en danger et que dans de nombreux pays, et c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement, certains n'hésitent pas à carrément couper les vivres. Alors beaucoup, comme en Angleterre ou en Suisse, ont décidé de les réduire. En France aussi, on les réduit depuis plusieurs années. On a des réductions drastiques, je dirais, des subventions de l'audiovisuel public. Et puis vous, carrément, c'est la suppression pour toute la partie qui s'apparente à France Média Monde chez nous, si j'ai bien compris. Oui, c'est à peu près ça. Pour ce qui est du cas de la France, que vous connaissez évidemment particulièrement bien,
La redevance a été supprimée en 2022. Quel bilan est-ce que vous faites de ce changement de financement de l'audiovisuel public? Parce que, évidemment, dans le camp de la coalition gouvernementale, on invoque souvent des modèles, notamment en Europe occidentale, où le fonctionnement ne dépend pas de redevances audiovisuelles, mais fonctionne quand même apparemment bien. Oui, alors après, il faut voir ce que ça veut dire bien, mais en tout cas, nous, ce qui est clair, c'est que là, au moment, vous avez raison de le souligner, 2022 marque tout de même un très fort tournant de cette suppression de la redevance. Alors, pour une raison peut-être juridique, c'est ce qui avait été en tout cas avancé par le gouvernement, du fait qu'elle soit rattachée à une taxe qui était celle de la taxe d'habitation, et que la suppression de la taxe d'habitation a entraîné la suppression de la redevance. Mais il a fallu 2-3 ans pour restabiliser finalement une financiarisation du service public par une budgétisation, ou pas par une budgétisation justement, mais par une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, donc la fraction en pourcentage de la taxe sur la valeur ajoutée qui est affectée à l'audiovisuel public. Donc, on n'a pas choisi le cap de la budgétisation, mais néanmoins sont quand même des alertes qui ont sonné, qui ont résonné. Ce que l'on peut dire en tout cas aujourd'hui, c'est qu'il y a une baisse forte des budgets pour l'audiovisuel public, et France Télévisions, Radio France, donc les grands groupes publics français ont annoncé les conséquences de cette réduction, c'est-à-dire moins de financement pour aujourd'hui les jeux, moins de financement peut-être pour le documentaire demain ou pour des films. On voit que c'est une incidence, c'est une incidence réelle sur la production de ce que peuvent aujourd'hui afficher l'audiovisuel public, c'est-à-dire l'information, des films, des séries, du documentaire, du jeu, de la culture. C'est bien ça qui est en danger. Il ne faut pas croire que lorsqu'on supprime le service public, le fait qu'aujourd'hui on ait une multiplication des plateformes, des services de vidéo à la demande, un YouTube, que beaucoup de ces nombreux acteurs numériques américains sont pour la plupart gratuits du reste, pas les services de VOD, mais en tout cas un acteur comme YouTube viendrait remplacer, et en tout cas c'est ce qui est souvent avancé, pourrait remplacer le dialogue public, et finalement on n'aurait plus besoin de cette taxe affectée-là ou de cette redevance-là. Or, c'est ça qui est complètement faux. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le service public a des missions, et les missions, c'est de produire une information de qualité, avec une éthique, avec une déontologie. C'est aussi de répondre à des demandes là où le marché n'est pas capable de couvrir. Par exemple, France Télévisions produit 80 heures d'informations par jour. Ça signifie que ce sont des couvertures territoriales qui peuvent être couvertes par les chaînes ou les radios du service public, ce que ne peut pas faire le service privé, tout simplement parce que le marché publicitaire n'est pas suffisant. Donc le fait qu'il y ait un service public, il répond à une vraie demande. Et moi, en tout cas, dans mon ouvrage, c'est vraiment ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'est-ce qui se passerait si nous n'avions plus de service public. Et c'est intéressant de regarder de ce que nous risquons de perdre sans l'audiovisuel public. Et bien, ce qu'on le comprend, c'est qu'il y aurait beaucoup moins d'informations locales et territoriales. Il y aurait beaucoup moins d'investissements dans certains formats. Je pense notamment à l'investigation. En fait, le service public répond là où le marché ne suffit pas. Et puis, il répond également à un pluralisme. Donc, c'est tous ces éléments-là que nous perdrions si nous n'avions plus de service public. C'est la conséquence directe de l'absence ou de l'abandon d'un service public. Alors, ce que vous disiez à propos des finances et du financement de l'audiovisuel public, c'est que la nuance, c'est une nuance très importante entre budgétisation et financement de ce qui se passe en France avec une partie de la TVA. Donc, est-ce qu'il est très difficile, voire impossible, en cas de budgétisation, de conserver cette indépendance par rapport au pouvoir politique, selon vous? En tout cas, c'est vraiment le risque le plus grand. Et ce qu'il faut garantir dans l'existence d'un service public, c'est vraiment son indépendance. Et le fait qu'il soit indépendant des pouvoirs politiques ou des pouvoirs financiers lui permet justement d'assurer
la couverture de tout un territoire, d'aller investiguer sur tous les formats, de ne pas être dépendant des pressions politiques ou financières. Et lorsque vous avez une budgétisation, bien vous êtes au risque, surtout dans nos nations qui aujourd'hui sont quand même en crise, et qu'on a eu une grosse crise sanitaire, on a plusieurs formes de crise économique. Aujourd'hui, on a une vraie crise internationale, géopolitique, donc on est vraiment dans un moment d'incertitude, et puis sans parler en plus de la multiplication de la désinformation, de l'accès à tous à l'information, mais c'est aussi l'accès à tous à la désinformation, à la manipulation, à l'ouverture à l'ingérence étrangère. Donc on voit bien qu'on est dans un espace informationnel qui est terriblement fragilisé, avec des médias privés qui rencontrent de grandes difficultés elles aussi économiques, parce que le marché publicitaire n'est pas suffisant pour couvrir le coût de production de l'ensemble de ces œuvres et de l'information. Et donc, dans cette situation-là, le fait de ne pas avoir un organe qui soit en capacité d'être totalement indépendant et avec la pérennisation d'un budget, c'est-à-dire la garantie, l'assurance de ne pas avoir une restriction budgétaire en fin de chaque année, eh bien, ça assure cette indépendance-là. Donc, si vous réduisez les finances et si vous lui mettez en fragilité économique, c'est-à-dire dans cette instabilité financière, eh bien, le danger est évident d'une baisse de la qualité de la production, et donc une baisse de la qualité de l'information, et donc avec l'installation en général, c'est direct, de régimes totalitaires derrière. Est-ce qu'il y a un exemple dans le contexte européen de budgétisation de cet audiovisuel public, tout en ayant garanti l'indépendance par rapport au pouvoir politique? Est-ce que ça existe, et est-ce que le European Media Freedom Act suffit? Oui, en tout cas, c'est exactement ce qu'il a voulu mettre en place. C'est-à-dire que dans quelques pays d'Europe de l'Est, notamment, on s'est aperçu que la budgétisation conduisait justement à cette fragilisation du service public. Et donc, l'European Media Freedom Act vient remédier à ça, c'est-à-dire garantit la protection des sources des journalistes, garantit leur existence même des journalistes, redéfinir les périmètres de l'espace informationnel, lutter contre les concentrations qui évidemment mettent en danger cette indépendance et cette variété, cette diversité des opinions. Eh bien, c'est bien pour ça. Après, est-ce que c'est suffisant? Il faut déjà qu'il soit mis en place. L'European Media Freedom Act a été voté. C'est plus qu'une directive, puisque c'est un règlement, donc il doit être appliqué en l'état dans chacun des pays de l'Union européenne, et ça devrait être déjà fait et mis en place. Nathalie Sonac, vous parlez également, votre dernier livre s'intitule, vous en avez parlé déjà, Qui veut la peau de l'audiovisuel public? La coalition gouvernementale tchèque est formée de partis qui sont dans le même groupe au Parlement européen que le Rassemblement national français. Vous avez signé une tribune il y a quelques mois dans Le Monde où vous parlez des menaces que fait peser l'extrême droite sur l'audiovisuel public français, notamment des menaces de privatisation. Est-ce que la réponse à la question posée par le titre de votre livre vient toujours du même bord politique? Alors oui, ça sans commune mesure, il est clair qu'il vient du même bord politique. Mais ce qui m'inquiète, donc l'extrême droite, pour bien le nommer, il est important de savoir et d'être capable de nommer les choses. Donc oui, c'est clairement une attaque idéologique que l'on observe dans toute l'Europe par le même parti des extrêmes, et en l'occurrence de l'extrême droite, qui immédiatement veut mettre à bas l'audiovisuel public, veut porter atteinte à son indépendance, veut porter atteinte à la diversité des points de vue. Mais il faut bien comprendre aussi, peut-être qu'on peut également le lire en creux, que si les États libéraux, républicains, démocratiques, veulent toujours être dans cette champ-là de la démocratie, il faut eux-mêmes qu'ils garantissent des montants suffisants de pérennisation et de protection de leur espace public et de leur espace informationnel, s'ils souhaitent que nous soyons toujours dans ce régime politique-là. Et il faut noter quand même, j'essaie de savoir s'il existait des pays où on avait trouvé un équilibre difficile, vous y faites bien sûr allusion, entre cette budgétisation dans les finances de l'État et une indépendance politique. Il semble que les pays cités par la coalition tchèque au pouvoir actuellement
valeur d'exemple, mais que on pourrait s'étonner, par exemple, qu'en Espagne, cela fait déjà des années que l'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique est mise en doute, et avec l'influence du pouvoir politique sur la RTBE, pour parler concrètement. Oui, oui, ce qu'il y a, c'est qu'on voit bien ce qui s'est passé à la RTBE, c'est qu'il y a une baisse des redevances, une baisse du budget et des finances pour le service public, et immédiatement, la qualité des programmes s'est dégradée et l'audience se détourne. Donc, c'est ça le danger, ça va extrêmement vite. Ce sont des secteurs qui, indépendamment, si j'ose dire, de la nature de l'information, ce sont des secteurs qui sont extrêmement concurrentiels. Ils sont concurrencés par les plateformes, ils sont concurrencés. Donc, quand je pense aux plateformes, je pense notamment à YouTube, hein, qui aujourd'hui, souvent en Europe, nous dit c'est la première chaîne, alors qu'ils ne participent pas au financement des œuvres audiovisuelles. Donc, vous voyez, il faut vraiment reviser les éléments. Mais en attendant, donc, YouTube est un concurrent direct. Il est un concurrent direct pour les chaînes de télévision. Une fois encore, dans leur ensemble, les chaînes privées aujourd'hui se rencontrent des difficultés financières énormes. Elles sont concurrencées par ce temps publicitaire, en tout cas par ces finances publicitaires. Ils sont concurrencés par le temps d'attention de la part des téléspectateurs qui n'hésitent pas à se tourner vers des plateformes payantes comme Netflix, Disney+, ou Amazon Prime Video. Et tous ces acteurs-là sont bien plus puissants économiquement parlant et financièrement parlant que des chaînes de télévision ou des grands groupes privés et publics. Et c'est là que le bas blesse, c'est qu'en plus, ils ont une réglementation qui n'est pas la même. Donc, on a une asymétrie réglementaire, on a une montée des concentrations, on a des États qui sont en crise économique et qui donc se posent la question, pourquoi pas réduire les budgets, avec derrière un danger énorme, c'est que notre espace démocratique s'effondre. Ne pas oublier que les chaînes de télévision dans leur ensemble, les radios, la presse écrite qui subit une crise énorme, eh bien, conduit à mettre à mal nos démocraties. Donc le service public est une digue, comme la justice, comme l'école, bien d'autres encore services c'est une digue démocratique, et c'est bien ça qu'il faut comprendre, et c'est la raison pour laquelle effectivement je sonne l'alerte, et je comprends parfaitement l'inquiétude que vous posez avec cette révision budgétaire que vous rencontrez en Tchéquie. Et ce que vous dites, et ce sera ma dernière question, Nathalie Sonat, c'est qu'il faut s'adapter à cette nouvelle concurrence qui n'est plus tellement nouvelle finalement, des nouvelles plateformes, peut-être aussi le nivellement par le bas de réseaux sociaux, s'adapter à cette nouvelle concurrence, mais ne pas singer les plateformes, ne pas les imiter. Exactement, et ça c'est tout à fait possible, et c'est le rôle des plateformes. Par exemple, là je suis actuellement au Sony Doc du documentaire, donc de La Rochelle, qui a lieu cette année à La Rochelle, et c'est bien là, c'est l'information, la découverte, la compréhension du monde. Elle prend aujourd'hui différentes formes, différents formats, et les chaînes de télévision, comme d'autres acteurs, mais en l'occurrence, doivent absolument réfléchir, innover, faire de la recherche pour pouvoir répondre à la demande des jeunes téléspectateurs, le vieillissement des audiences que rencontrent les chaînes du service public comme celles du secteur privé, ce qui est vrai en France et qui est ce qu'on retrouve partout en Europe. Eh bien, il faut absolument y remédier en proposant aussi véritablement à s'intéresser prioritairement aujourd'hui aux jeunes publics et aux nouveaux formats pour lesquels ils sont évidemment plus en adéquation et qui retrouvent sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Donc, il faut évidemment une adaptation et il y a une urgence vraiment démocratique à répondre à tous ces nouveaux défis, sachant qu'effectivement, comme vous le soulignez, peut-être les plateformes, elles ont maintenant une vingtaine d'années, mais ça fait 3 ans que l'IA générative a débarqué dans tous les secteurs d'activité, et le secteur de l'audiovisuel n'échappe pas à la déferlante que représente l'IA générative, avec tout ce que ça comporte, une atteinte sur les droits d'auteur, mais également une atteinte véritablement à l'espace informationnel du fait de la multiplication, de la désinformation, des contenus synthétiques, de ne plus savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et ça, c'est un vrai danger démocratique. Peut-être toute dernière question qui s'adresserait davantage à l'ancienne membre du CSA, qui s'appelle aujourd'hui l'ARCOM en France. Est-ce que ces équivalents dans les divers pays européens restent une institution de référence et cruciale pour garantir l'indépendance face au pouvoir politique ?
Je crois que vous veniez d'utiliser les deux mots. Effectivement, c'est indépendance et crucial. Oui, ce sont des institutions qui sont indispensables. En France, l'Arcom a pour mission de garantir la liberté de communication. Elles doivent à jouer à plein leur rôle. Aujourd'hui, leur champ de régulation s'est élargi aux plateformes de partage de vidéos et aux réseaux sociaux. Et il faut absolument qu'elles redéfinissent, qu'elles participent à redéfinir, mais ça, ce n'est pas les institutions de réglementation, mais c'est les pouvoirs politiques qui redéfinissent finalement un nouvel espace, les contours et le marché pertinent, comme disent les économistes, de ce nouvel espace informationnel pour nous assurer l'accès à tous à une information gratuite, de qualité, produite avec éthique et déontologie, sur lesquelles cet espace public, nous allons pouvoir, nous tous, individuellement, pouvoir nous forger notre propre opinion et participer à cette vie démocratique qui est si abîmée aujourd'hui. Nathalie Sonac, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio Prague International. C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup. Voilà, c'était Nathalie Sonac, professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université Panthéon-Assas à Paris, ancienne membre du CSA devenu l'Arcom et autrice d'un ouvrage qui veut la peau de l'audiovisuel public. Cette question de l'audiovisuel public est au cœur de tous les débats de société et politique en Tchéquie à l'heure actuelle. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Vous le savez, le reste de l'actu tchèque en français, c'est sur notre site internet, le www.français.radio.cz, mais aussi sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur notre compte X, sur notre compte Blue Sky, mais également sur notre page Facebook et sur notre profil Instagram pour plus de photographies. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent, ahoy!